Tout le monde le sait, Jacques Lanzmann était un grand marcheur devant l'Éternel. C'est le fruit de son expérience qu'il nous livre avec vivacité et humour dans Fou de la marche. Le style, le don, la grâce font le marcheur. L'énergie, l'art et la manière font qu'il persévère parfois jusqu'à la casse, la destruction. La mécanique s'use comme s'usent les pièces d'une machine. Elle se répare, se remplace difficilement. Le bistouri est plus délicat à manier que la clé anglaise. Articulation et os ne se vendent pas encore au rayon des supermarchés. Alors, faut-il forcer ou s'économiser? Ronger son frein à petite allure ou bien bouffer son cartilage dans de folles courses? À vous de voir, de jauger, de juger. Il y a 36 façons de marcher, comme il y a 36 façons d'aborder les étoiles, de draguer les filles, d'élever ses gosses, de tracer des signes, de dessiner des schémas. La balade. Je ne connais rien de plus triste que cette marche-là. Le baladeur traîne son corps endormi dans l'espoir de s'ouvrir l'appétit ou de faciliter sa digestion. Il se trouve réduit à l'état de légume. Au retour, il est bon pour le pot-au-feu. C'est la Toussaint de la marche, le balai des feuilles mortes. La randonnée. La randonnée, ce n'est ni la promenade, ni la défonce, c'est un juste milieu. Elle s'étale sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aucune comparaison avec l'errance, puisque la randonnée, généralement, a été élaborée, géographiquement délimitée. On est sûr de partir, à peu près sûr de revenir. Randonnée, c'est une gentille manière de tourner en rond dans le monde, de passer avec sensiblerie parmi les peuples affamés, de se prendre à la fois pour le capitaine Cook et le père de Foucault. Le randonneur type est un bon gars, une bonne fille. Il n'hésite pas à ouvrir sa trousse à pharmacie pour soigner les petits bobos, comme pour venir en aide aux paludéens et aux diphtériques. Il va jusqu'à offrir de ci, de là, un t-shirt, un caleçon, des chaussettes, ou jamais sa chemise. La marche à l'énergie, élimination et transformation. Cette marche à l'énergie confine à la béatitude, mieux à l'ataxie, la drogue, quoi. Après quelques heures de dépassement de soi, l'organisme provoque la fameuse poussée d'endorphine qui fait atteindre l'antichambre du 7e ciel. Tous les moyens sont bons pour arriver à destination du grand tout ou du grand rien. Parfois, propulsé au milieu d'un paysage sublime, il faut savoir s'en détacher, l'oublier. L'une des meilleures recettes dans l'oubli de soi-même consiste à se mettre à compter ses pas, à n'en plus finir. Vérité et contre-vérité. Oh, j'affirme parfois des choses insensées. Que je sois au Népal, en Himalaya ou en Chine, le long de la Grande Muraille, je ne m'intéresse pas au paysage, façon de l'humilier. Je ne regarde que moi. J'écoute mes doigts de pied, j'écoute mes ampoules, j'écoute la pulsation de mon cœur, j'écoute mon aptitude à l'altitude. Je suis perpétuellement à l'écoute de moi-même. Oh, cela, c'est ce que je prétends avec un sacré culot. En réalité, c'est faux. Le paysage me traverse alors que je lui rentre dedans. C'est une lutte au corps à corps.
j'ai bien peur qu'un jour, un de nous deux se retrouve KO. À certains moments, quand la drogue ainsi sécrétée agit, on est comme séparé de soi-même, dédoublé. Je est l'autre, disait Rimbaud. Ici, le je marche derrière l'autre. L'autre qui est devant comme une ombre portée, impossible à rattraper. Dans ces cas-là, et parce qu'on navigue dans un paradis artificiel, on n'est plus en mesure de juger de son état, de sa condition physique. On accède à un au-delà de l'effort, sourd aux sonneries d'alarme du corps, insensible à la douleur. Régénéré, mais à la frontière du clapotage. Le vrai danger alors n'est pas de dépasser ses limites, mais de ne plus savoir où elles sont, d'ignorer le cœur qui lâche, la cheville qui brûle, l'élongation du muscle et l'hypoglycémie qui guette. C'est là qu'on distingue vrais et faux marcheurs, ceux qui en ont, comme disait Hemingway, de ceux qui n'en ont pas. Bref, marcher, c'est aller au bout de soi-même, tout en allant au bout du monde. C'est redécouvrir l'homme qui prenait ses jambes à son cou lorsque le ciel lui tombait dessus. C'est geler en même temps que les pierres du chemin, griller au feu du soleil. Partir à l'aube, en pleine forme, pour revenir sur les genoux en pleine nuit. Marcher, c'est rencontrer des créatures qu'on ne verrait nulle part ailleurs. Marcher, c'est aussi aller nulle part sans rencontrer personne. C'est se mettre en vacances de l'existence. C'est exister en dehors des vacances. Marcher, c'est réussir à dépasser son ombre. C'est pouvoir se doubler soi-même en s'envoyant un gentil salut au passage. Marcher, c'est caresser le sol, le flatter, l'amadouer. Une manière de se mettre la terre dans sa poche afin qu'elle ne se referme à jamais. Marcher, c'est être dans le secret des dieux. C'est écouter à leurs oreilles et entendre avec eux des bruissements, des murmures qu'on croyait éteints. Marcher, c'est se mêler à la conversation des arbres, au commérage des oiseaux, au persiflage des reptiles. C'est se fondre dans la nature, se couler au fond du moule. Marcher. Est-ce que cela ne serait pas, en définitive, tourner avec ses pieds, au pas à pas, page après page, le grand livre de la vie? Mexique, 1958. La boue. Cette glaise faisait boule de neige, sculpture, en plâtre. Elle alourdissait ma jambe, la soudait au chemin. J'étais dans la mélasse, le pétrin. Le paysage traversé était pourtant des plus extraordinaires. De chaque côté de ce sentier qui ressemblait à un ruisseau, la forêt tropicale d'un vert grillé sous un ciel de plomb s'étirait à perte de vue. Le long des marais, des huttes de palmes abritaient les fameux Indiens de la tribu des Chamoulas. Hommes et femmes ne portaient qu'un petit slip de fibres de coco. Mais bien que se prélassant dans le creux des hamacs, ce peuple avait trop faim
pour se sentir heureux. Parfois, je m'arrêtais en face de leur hutte pour les regarder vivre. On s'observait terriblement, comme des chiens de races différentes. On n'osait pas lever la patte ensemble contre le même tronc de palmier, mais l'idée, j'en suis certain, germait dans les têtes. Ce que j'aimerais être Chamoulas, pensais-je, et rester à rien foutre dans le creux d'un hamac, avec les perroquets et les oiseaux de toutes sortes. Ce que j'aimerais être un gringo, pensait le Chamoulas, et m'installer dans ses pompes. Moi, je n'osais pas lui dire « Tiens, vieux, prends mon passeport, mes bottes et ma mauvaise conscience. Glisse-toi dans la peau d'un gringo. » Lui n'osait pas me dire « Tiens, étranger, passe-moi ton sac à dos, tes fringues et ta jolie conscience de blanc. Je te laisse ma hutte, mes femmes et mes enfants, les oiseaux, les grenouilles et la terreur que nous subissons depuis des siècles. » Bornéo. De Bornéo, je rêvais depuis l'enfance. Pas une chanson de marin, en effet, qui n'évoquait cette île lointaine. Kessel, Macorlan et Dutronc dans l'Aventurier. J'étais tapette à papeter et puis borné à Bornéo. Marcher à Bornéo. Cela tenait du pari perdu d'avance. Impossible d'obtenir le moindre renseignement concernant la partie indonésienne de l'île, la troisième du monde pour ce qui est de la superficie. Les rares randonneurs préfèrent éventuellement tenter l'aventure au Sarawak, rattaché à la Malaisie, plutôt que de crapahuter en plein inconnu parmi les Dayaks coupeurs de tête et les Javanais transplantés. Il y a beau temps d'ailleurs que les Dayaks ne coupent rien d'autre que des morceaux de chien bouilli dans leur bol de riz. Bien qu'ils aient fléché 12 000 Japonais à la Sarbacane durant la dernière guerre. Je commençais à paniquer, à redouter le désœuvrement d'un été pourri, quand mes copains de Terre d'Aventure, auxquels j'avais demandé de m'organiser ce voyage à la carte, m'ont appelé. Bonne nouvelle. Ils avaient déniché un guide phénoménal, susceptible d'ouvrir le chemin à la machette. Les copains de Terre d'Aventure me suggéraient en entraînement de routine le pays Toraja. 14 jours de trek superbe au Célèbe, une région où les morts se décomposent parmi les vivants. Continuant ainsi, et sans gêner personne, une vie de famille déjà bien remplie. Kilimandjaro. À mesure qu'on s'élève en altitude et en esprit, on est appelé à croiser vainqueurs et vaincus qui redescendent, tels des zombies, vers des sphères plus humaines. Beaucoup d'entre eux y ont laissé des plumes et des illusions. Ils nous regardent de haut. Ils reviennent de l'enfer. C'est toujours comme cela. Ceux qui redescendent, ceux qui savent, ceux qui ont vu, méprisent ceux qui montent. Ce bizutage moral est insupportable. Même les défaillants et les éclopés nous snobent. Je ne regarde rien d'autre que mes pieds. J'avance lentement, mais j'avance sûrement. Bientôt, le pierrier et la lave font place à la neige. Les tempes battent. Et puis soudain, j'aperçois un drapeau. Gilman's Point. J'y suis. Mais oui, j'y suis. C'est le grand bonheur. La grande fierté, un peu idiote. Mais Gilman's Point n'est qu'une étape.
Après avoir noté notre nom sur un gros cahier et remis le cahier dans sa boîte hermétique, on s'élance tout droit dans le vide, en direction du cratère. 1 heure de neige jusqu'au ventre, puis autant de grimpe pour atteindre les cathédrales de glace. Là, on touche au sublime. On sent l'haleine des dieux. En tendant le bras, on pourrait presque effleurer de ses doigts gantés le tout dernier mètre de 5963 autres. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pleure. Et oui, je pleure. Heureusement que j'ai mes lunettes de glacier. Une chance que mes larmes gèlent le long de mes joues. Non mais, qu'est-ce qu'ils diraient les autres? Non mais, est-ce qu'Hemingway s'est mis à chialer lorsque le vautour planait au-dessus de lui? Non mais, est-ce que vous avez vu un vieux bonhomme pleurer à 6000 mètres? Allons mon gars, rentre tes larmes et serre les fesses. Tout à l'heure, ce sera la fête. La viande fraîche est enfin arrivée à Kibbutz. Sylvain Tesson. Quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. Épouser l'existence du vagabond, même par intermittence, invite à consacrer toutes ses forces à assouvir des besoins élémentaires. Se nourrir, s'abreuver, s'orienter, se garder au chaud, se garder du froid, trouver un gîte. Se prémunir des fauves sont des préoccupations oubliées par les foules civilisées, occupées à goûter la paix du soir, dans la douce atmosphère du Cap européen. Népal. Le chemin étant le seul moyen de communication pour se rendre d'un village ou d'une vallée à l'autre, il va sans dire que le trekker s'inscrit tout naturellement dans la réalité népalaise, au point qu'il en oublie quelquefois de s'arrêter. Continuant à marcher des années durant, comme cet Allemand de 45 ans rencontré, Gorapani, qui avait complètement perdu la notion du temps, à force de tourner en rond dans le Moyen-Âge extrême oriental. Ici, pas de voiture, d'avion et de bicyclette. Pas non plus de radio, d'électricité, de courrier. Mais néanmoins une existence de tous les instants, ne serait-ce que dans l'attente voluptueuse d'un souffle d'air, dans l'espérance obsessionnelle de rencontrer un peu d'eau. Entièrement projeté sur lui-même, coupé du monde, tendu vers l'effort, soucieux jusqu'à la folie de ses jambes, de ses pieds, de sa forme, le marcheur secrète donc sa propre drogue. Pas à pas, il la fabrique et la consomme. Elle lui permet à la fois l'absence et l'élévation. Tout le long de la randonnée, nous croiserons ainsi des femmes et des hommes, couples ou solitaires, sortes de fantômes disponibles ou insensés qui se bagnoudaient, hantés par leur propre château de rêve, dans le suicidaire espoir d'être dignes un jour d'affronter les grands sommets. La Réunion. Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Gilles, Saint-Benoît, Saint-Philippe, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Saint-Leu, Sainte-Anne, Sainte-Suzanne, Saint-Joseph. Ici, le calendrier fait foi. La foi n'est pas forcément la loi.
Il ne manque qu'une Saint-Glinglin. À peine débarqués de métropole, les curés ont entouré l'île d'une ceinture de chasteté. Ils ont cru étouffer la sensualité sous leur soutane de deuil. Ils ont pensé éteindre, doucher le feu des pulsions. Ils se sont trompés. Les filles ont fait sauter le cadenas. Elles se sont délivrées des dents d'acier qui blessaient leur pubis. Peut-être se sont-elles enfouies à l'intérieur des terres vers ces îlots inaccessibles où s'étaient déjà réfugiés des esclaves qui redressaient la tête et le sexe. Là, pareil aux trapézistes, les filles se sont envoyées en l'air, dans des criques où il faut, aujourd'hui encore, marcher très longtemps pour les rencontrer. Ah, ce balancement, ces déhanchés, cette aptitude à comprendre l'homme, à se le mettre dans la poche et la culotte, sans blesser sa dignité, tout en lui laissant croire qu'il est toujours dragueur, toujours macho. Alors que le pauvre, qu'il soit oreille ou créole, est à leur merci, comme l'amant mâle est à la merci de l'amante religieuse, c'est-à-dire cannibalisé par les bras qui se réforment sur lui. Mais chez moi, sexe et marche ne font pas toujours bon ménage. Mes pas écrasent les fantasmes comme des champignons. Et puis, j'ai dû atteindre l'âge de 50 ans, 3 femmes et 4 enfants, une douzaine de livres pour connaître la liberté de partir où et comme bon me semble, pour être enfin fou de la marche.